Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée à AKS, vidéo faisant partie d'un ensemble de vidéos destinées à faire une introduction assez détaillée de ce qu'est AKS, Azure Kubernetes Service. Alors, parmi les différentes options qu'il y a à travailler lorsqu'on va choisir de déployer un cluster Kubernetes dans Azure, il y a une partie fondamentale à connaître et à savoir bien configurer, qui est la partie réseau. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de rentrer un peu dans toutes les options possibles et imaginables disponibles dans Azure Kubernetes Service. Options, vous allez le voir, qui sont assez riches et qui vont inclure à la fois des mécaniques de filtrage, de redirection, d'équilibrage de charge. Et donc on va voir tout ça en images. Donc je vais m'appuyer sur une carte heuristique qui est disponible, dont le lien est disponible en description de cette vidéo. De la même façon, au passage, les autres vidéos sont disponibles dans une playlist dont le lien est également dans la description. Donc on est parti sur le réseau. Alors le réseau dans Azure et donc dans Azure Kubernetes Service, tout commence au niveau d'un VNet, un Virtual Network, qui va lui-même être divisé en sous-réseaux. Et donc dans ces sous-réseaux, dans ces subnets, eh bien c'est là qu'on va venir brancher ou connecter entre guillemets les machines virtuelles qui sont les worker nodes du cluster Kubernetes, entre autres. On va pouvoir également faire des private endpoints dans les subnets et venir exposer effectivement les private links pour pouvoir par exemple dire je vais mettre dans le même subnet que les nodes de mon cluster AKS des endpoints pour différents services d'Azure et dont notamment on va pouvoir mettre l'API serveur dedans. Et dès qu'on va faire du private link en mode private cluster, on utilisera également du coup un load balancer qui lui sera complètement interne, donc le Azure Internal Standard Load Balancer. Le VNet, c'est rare qu'il soit complètement isolé du reste du monde. Généralement, on va interconnecter ces infrastructures à demeure ou ces infrastructures fonctionnant dans d'autres fournisseurs de cloud avec Azure et avec donc des VNets d'Azure au travers soit d'ExpressRoute, soit de passerelles VPN. Et donc là, on va assurer comme ça la communication entre ce VNet et, et puis d'autres environnements. Alors au passage, les VPN Gateway peuvent être également utilisés pour connecter d'autres réseaux virtuels, même si généralement on va plutôt avoir tendance désormais à utiliser du peering network. Dans tous les cas, quand vous allez avoir votre cluster Kubernetes dans Azure, s'il vient s'intégrer dans un réseau virtuel existant ou si vous créez un nouveau VNet pour lui, pour l'intégrer avec le reste de l'infrastructure de VNet dans Azure, généralement on utilisera derrière du peering. Et puis ce VNet, toutes les communications au sein d'un VNet ne sont par défaut pas filtrées, mais ensuite on va pouvoir mettre en place et utiliser, si on est dans le cadre d'une architecture un peu plus grosse ou qu'on veut un peu plus contrôler, on va pouvoir mettre en place du coup de l'Azure Firewall qui permettra notamment de filtrer les flux, entre autres les flux sortants. Donc les flux sortants, on parle de egress dans le monde du réseau. Et donc, eh bien, il est possible de configurer tous les flux qui vont être initiés par les machines virtuelles, donc les worker nodes du cluster Kubernetes. Donc ces flux peuvent être, donc par défaut, si on ne fait rien, en fait, ça utilise le routage par défaut du VNet, et donc en gros, c'est sortie libre sur Internet, pour faire simple. Généralement, rapidement, quand on est sur de la production et dans des organisations où il y a un petit peu de structuration et de gouvernance, on va généralement filtrer les accès sortants émis par les nœuds du cluster et par les applicatifs qui sont dans les nœuds du cluster. Donc on va customiser et on va filtrer les flux sortants. Alors tout ça est très bien documenté dans un article qui explique effectivement les différents types de sorties qu'on peut avoir dans AKS. Donc on peut ressortir effectivement directement par le load balancer, mais on n'est pas obligé. Donc on a notre cluster ici, et donc les flux sortants, je zoome un peu, voilà, les flux sortants des machines du cluster ou des applications qui tournent dans le cluster, par défaut effectivement vont passer par le load balancer et utiliser effectivement l'adresse IP du load balancer
et ensuite se connecter soit directement sur internet, soit à des services comme la Microsoft Container Registry ou d'autres services Azure avec des public endpoints, mais également au niveau du contrôle plane. Donc ça, effectivement, c'est une option, enfin c'est une option. Par défaut, les nodes du cluster doivent bien communiquer avec le master, qui est ici managé dans le cadre d'AKS, et donc ça ressort effectivement, la communication passe, elle est chiffrée, elle est authentifiée, mais elle va passer effectivement par le load balancer, l'égresse est connectée ici. Donc ça veut dire en gros que si vous choisissez de fermer complètement les flux sortants ou de les contrôler, il faudra quand même laisser passer des choses pour que le fonctionnement du cluster soit quand même valable. Donc il va falloir au moins que le cluster puisse contacter son contrôle plane, il va falloir qu'il puisse connecter la MCR, la Microsoft Container Registry, parce que c'est là que sont les images, notamment des pods système, notamment utilisées. Et puis potentiellement, si vous utilisez d'autres services Azure, je ne sais pas, du monitoring ou autre chose, il va peut-être falloir également les autoriser. Donc, on peut contrôler ces flux, donc on peut faire sortir, donc là, de base, effectivement, on va sortir par le load balancer, mais on peut également sortir par une Managed NAT Gateway. Donc, une NAT Gateway, c'est simplement un équipement Azure qui va faire une translation d'adresse et que vous allez associer à des subnets. Et ça permet de sortir, effectivement, sur Internet. Donc ça, c'était une des options. Alors, du coup, en fait, j'ai pas été très clair dans mon schéma, mais je pourrais rajouter également l'UDR. Et l'UDR, globalement, c'est du User Defined Route. Vous pouvez changer les routes par défaut de sortie des machines virtuelles qui sont dans le subnet et les envoyer, par exemple, notamment sur, par exemple, une tierce partie firewall, quoi. Voilà. Et donc là, vous pouvez donc rediriger les flux et choisir vers où ça va aller. Notamment, l'égresse, grâce à l'UDR, va pouvoir également aller vers l'Azure Firewall si vous choisissez de prendre un service qui soit un service managé. Donc voilà, le UDR, c'est le User Defined Routing, et dans ce cas-là, effectivement, vous allez rediriger les flux derrière. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait son choix de comment on va sortir, entre guillemets, comment on va sortir, où les flux réseau vont se faire pour la sortie vers l'Internet et autres endroits, eh bien, il va falloir également, et je crois que c'est un petit peu plus bas, non, c'est pas ici, il va falloir définir quels sont les trafics qui sont autorisés, c'est-à-dire quels sont les URL, etc. Là encore, tout ça peut se filtrer. Alors, je suis étonné de ne pas l'avoir ici, mais on doit l'avoir quelque part. Voilà, Restrict and Control, Azure Firewall. Et donc, vous allez avoir, normalement, un peu plus bas dans le document, j'essaie de retrouver où c'est. Et là, vous avez tous les exemples en fait de redirection. Je ne les ai pas ici, mais c'est pas très grave. Vous avez une liste, et je le mettrai dans les adresses, vous avez une liste en fait de l'ensemble des URL qui sont autorisées, qui sont nécessaires pour fonctionner. Donc ça, c'est très bien documenté, et je le retrouverai tout à l'heure. Je reviendrai dessus. En termes de plugins, quand on va créer un cluster Kubernetes sur la partie réseau, et d'ailleurs on le voit assez bien quand on va dans le portail Azure. Et donc on va aller ici sur les Kubernetes Services. Quand vous créez un cluster Kubernetes, vous allez avoir un onglet particulier Networking où là il y a pas mal de petites options. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la partie privative. Et donc ici, vous allez avoir une zone qui s'appelle le Container Networking où vous allez devoir choisir en gros quel type de plugin réseau vous allez vouloir utiliser. Alors les plugins réseau, globalement, vous avez 2 ou 3 options, on va dire plutôt. Alors dans le portail, effectivement, on n'en voit que 2 parce que c'est les 2 plus courantes. La dernière est accessible, mais par ligne de commande ou par infra as code. Et donc la première des options, la première historique, c'est le composant Kubnet. Donc si on prend le plugin réseau Kubnet, basiquement, on va avoir un overlay, donc un réseau par-dessus le réseau. Et donc Kubernetes, via ce plugin, va gérer, entre guillemets,
un Software Defined Network, l'attribution des adresses IP au sein des pods dans le cluster, et ensuite il y aura une translation d'adresses qui va être effectuée avec le réseau qui est sur le VNet. Le Kubenet au passage supporte IPv6. Je ne sais pas si sur Kubenet j'ai un petit schéma. Voilà, oui. Donc on va avoir ici effectivement les pods qui vont tourner dans un espace d'adressage, et Kubenet ensuite va faire une translation d'adresse, et on verra par exemple ici les pods sont en 10 dans le réseau en overlay, mais les nodes eux sont sur un 192.168 qui est l'espace d'adressage en fait du subnet des nodes. Voilà. Donc ça, Kubenet égale overlay. L'avantage du Kubenet, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un subnet avec beaucoup d'adresses IP disponibles derrière. Il en faut assez pour notamment les nœuds du cluster. Mais si on a des milliers de pods, à la limite, leur adressage et leur range d'adressage est effectué par le plugin et l'overlay. Et donc, c'est moins consommateur, entre guillemets, en termes d'adressage IP. Le deuxième plugin, qui est généralement celui qu'on va utiliser, parce que c'est celui qui est un peu plus intéressant en termes de performance, et c'est celui qui est supporté directement, qui est encore mieux supporté par les équipes d'Azure, donc c'est l'Azure CNI, le plugin. Donc CNI, Container Network Interface, c'est une manière de standardiser le réseau. Et donc c'est un mode qu'on va choisir, et on va voir que ce CNI offre deux options pour justement gérer la partie adressage IP des pods. Donc, première option, ce sera ce qu'on appelle le VNet mode, où basiquement euh, les, euh, les adresses IP que vont recevoir les pods instanciés dans Kubernetes proviennent directement du SDN d'Azure, et en gros, ça va aller piocher dans le pool d'adresses du subnet et donc du VNet, et attribuer automatiquement, dès qu'un pod va venir se connecter, il obtiendra directement une adresse sur le subnet. Et donc ça veut dire qu'effectivement, si on prévoit d'avoir beaucoup de pods, il faut prévoir du coup un range, un espace d'adressage, une plage qui soit assez importante. Donc voilà, faut en tenir compte. Deuxième option, c'est de faire un overlay un petit peu comme j'en ai parlé dans Kubenet. Et donc c'est de configurer l'Azure CNI en mode overlay. Alors ça pour le coup c'est assez récent. Et donc c'est un peu moins d'un an si je dis pas de bêtises. Et donc l'idée là encore c'est d'avoir une gestion d'adressage interne dans le cluster, et après une translation d'adresse qui sera faite derrière. Voilà. Et la translation d'adresse utilisera, vous l'aurez compris bien entendu, l'adresse IP de la machine qui fait le nœud en fait au Kubernetes. Donc ça c'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, ça permet en fait d'économiser, on vous le dit d'ailleurs, ça permet d'économiser un nombre significatif d'adresses IP dans le VNet, parce qu'effectivement, on a juste besoin des adresses IP dans le VNet pour les nœuds, et donc ça permet d'avoir des clusters de très grande taille, sans pour autant avoir des centaines de milliers d'adresses réservables derrière. Voilà. Ça permet également d'utiliser entre guillemets, d'avoir plein de clusters Kubernetes qui ne vont pas non plus se cannibaliser l'ensemble de l'espace d'adressage. Donc c'est plutôt assez intéressant d'avoir effectivement ce mode overlay. Et donc, alors il y a quelques limitations, il faut les connaître, hein, bien entendu. Donc par exemple, ça ne pouvait pas utiliser Agik. Les limitations sont très bien expliquées. Donc les machines virtuelles en mode availability set ne sont pas supportées. Ça, c'est pas très grave, parce que typiquement, maintenant on utilise plutôt des VM scale set avec les AZ. Vous avez une série de machines qui ne fonctionnent pas, mais vous voyez que c'est des machines très particulières, c'est les data confidential, donc c'est encore là très spécifique. Et encore, si on n'est pas bloqué, c'est que sur une série particulière. Donc finalement, les limitations, il n'y en a pas tant que ça. Et donc ça vaut le coup de penser effectivement d'utiliser cette option-là. Et donc on utilisera le network plugin, et puis on rajoutera la partie overlay derrière. À noter, c'est que ce CNI, l'Azure CNI, il existe également, enfin il existe, ça fait partie des fonctionnalités, que ça c'est piloté, motorisé par Cilium. Donc Cilium, c'est un plugin, réseau assez connu dans le monde Kubernetes, qui est généralement d'ailleurs proposé par la plupart des hyperscalers, et qu'on peut utiliser également à demeure. Donc ça peut avoir un sens, un moment d'unifier entre guillemets tous les plugins réseau, ou les technologies réseau utilisées dans Kubernetes, quels que soient finalement les environnements. Et Cilium est assez intéressant pour cela. Voilà. Et au passage, effectivement, Cilium va proposer, c'est les intérêts de Cilium, globalement, c'est
d'avoir un routage qui va être un peu plus rapide, des politiques réseau qui sont un petit peu différentes, plus d'observabilité et puis surtout c'est parfait pour des très gros clusters. Donc globalement le CNI en mode overlay et Cilium devient plutôt une bonne option. Et donc le data plane de Cilium derrière va permettre effectivement d'inclure des choses assez intéressantes, comme notamment des network policy liés directement à Cilium et ne nécessitant pas de rajouter des composants supplémentaires. Je rappelle que les network policy permettent de gérer en gros les trafics, alors principalement est-ouest, on peut faire du nord-sud, mais de faire des politiques d'accès réseau en disant j'autorise tel composant après tel composant ou tel tag avec tel tag, etc. Donc c'est généralement nécessaire dès qu'on va avoir des environnements multi-applicatifs où on veut pouvoir contrôler un peu les flux derrière. Voilà. Alors notez que cette version de Cilium, si on veut avoir encore plus de fonctions, on peut avoir la version entreprise. On peut activer la version entreprise au travers du marketplace d'Azure. Et là, du coup, on va bénéficier, tiens, c'est écrit en allemand, je ne sais pas pourquoi. On va le traduire en anglais si on peut. Voilà. Et donc, la version entreprise permet également d'avoir un support pour les fonctionnalités spécifiques à Cilium auprès directement des gens qui font Cilium. Donc voilà, c'est intéressant d'aller faire un tour. Là encore, ça dépend de votre usage plus ou moins poussé de ces technos-là. Mais directement dans le marketplace, vous pouvez acquérir cette solution et donc bénéficier des avantages derrière. Dernière option en termes de plugin réseau, donc en gros Kubenet c'est bien pour rapidement faire un petit cluster en mode test and dev et avec pas beaucoup de pods à l'intérieur, enfin, dans un mode où on n'a pas besoin de beaucoup d'options, mais on veut que tout soit paramétré, ça marche assez simplement. Kubenet est bien. Pour de la production, généralement, on va surtout sur l'Azure CNI. Désormais, on commence à voir de plus en plus l'utilisation de l'overlay mode. Et puis, il reste une dernière option qui est de venir avec sa propre CNI. Alors, ça peut paraître... donc, les deux qui sont ici sont bien entendu supportés, vu qu'on les propose, Microsoft. Après, on peut être dans des cas où, là encore, une organisation, elle a fait déjà un choix de CNI réparti sur différentes distributions, différents opérateurs pour Kubernetes, et peut-être que l'organisation veut venir avec son CNI particulier, ou alors c'est un CNI qui va être très spécifique et qui va résoudre des problématiques que les autres ne savent pas faire. Donc j'ai eu le cas une ou deux fois où on me demandait par exemple est-ce qu'on peut avoir deux adresses IP par pod ou deux interfaces, etc. Il existe des CNI particuliers, mais bon, globalement, on est un peu ici dans des cas un peu spécifiques. Mais voilà, donc les différents CNI, je ne sais plus si on a la liste, voilà, support, alors je ne sais pas si on les a ici, les plugins. Donc le CNI, c'est le truc normalisé, et voilà, après, on a différents CNI qui existent derrière, donc on en a toute une liste ici. Donc par exemple, Multus ici est un CNI assez particulier qui permet notamment d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, plusieurs interfaces réseau par pod. Donc ça, c'est un besoin très particulier, mais j'ai eu déjà à y faire face. Et donc par défaut, effectivement, à l'origine, dans Azure, dans AKS, on supportait juste certains CNI, en gros l'Azure CNI et puis Kubelet, et c'est à peu près tout. Désormais, on peut venir avec son propre CNI. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là-dedans, potentiellement, peuvent à peu près les emmener, si on a envie. Alors, il y a une contrepartie à ça, c'est que si vous venez avec votre propre conteneur network interface, eh bien, si vous avez un problème en termes de réseau, c'est pas la peine de parler au support de Microsoft, parce que ce sera, entre guillemets, hors de la partie supportée par Microsoft, parce que vous prenez la responsabilité, vous gérez vous-même votre CNI. Le mode d'installation est un peu particulier, parce qu'on va installer un cluster où il n'y aura pas de réseau, et du coup il va falloir après aller l'activer le réseau pour que le cluster finisse de bien fonctionner. Donc c'est réservé à l'usage, on va dire, relativement avancé et vraiment très très spécifique. Donc on a parlé des flux sortants, parlons aussi des flux, des flux entrants, les ingress. Donc dans Kubernetes, la notion de ingress, c'est en fait une règle de routage, routage plutôt HTTP, règle de routage web. Et donc cette règle de routage est entre guillemets standardisée dans des manifestes YAML gérés dans le projet Kubernetes. Et ensuite, cette règle générique, elle va être
plutôt plus ou moins générique, elle va être entre guillemets gérée ensuite par un équipement qui sera une solution de reverse proxy. Et entre la règle de ingress et la solution de reverse proxy, on a généralement ce qu'on appelle un ingress controller, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de lire la règle de ingress et la transmettre en configuration pour une solution de reverse proxy. Alors il y a pas mal de solutions disponibles dans AKS. La première historique s'appelait le HTTP add-on, qui basiquement instancie pour vous un reverse proxy de type Nginx avec l'ingress controller associé, bien entendu. Et puis, ça utilise également le composant external DNS, dont je reparlerai un peu plus tard dans la partie DNS, mais qui permet du coup d'associer à ces ingress, de faire les enregistrements dans les noms DNS, dans des zones DNS comme Azure DNS ou autre. Ici, en l'occurrence, ça va être dans Azure DNS. Ça, c'est parfait, en fait, ce HTTP add-on pour les développeurs qui ont besoin rapidement de tester, sans être des experts de toute la partie réseau. Globalement, ce truc-là est installé automatiquement. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Alors, à noter, c'est que cette solution qui est restée historiquement pendant très longtemps a été retirée, entre guillemets, donc ne va bientôt être plus disponible. Et donc elle va être remplacée par un autre add-on qu'on va voir un peu plus bas, et qui vient juste d'arriver d'ailleurs en JS si je dis pas de bêtises. Donc dans tous les cas, cette fonctionnalité de add-on va complètement disparaître en mars 2025, donc ça laisse encore à peu près un an et demi. La vidéo est enregistrée en novembre 2023. Et donc, il y a une alternative derrière, mais sachez que voilà, ce truc-là existe. Si vous l'utilisez, tant mieux. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave parce qu'il y a mieux derrière. Donc, le remplaçant de ce truc-là, en fait, c'est le Web Application Add-on qui globalement est assez similaire. Vous le remarquerez, on a du Nginx dans les deux côtés. On a de l'external DNS également. Là, par contre, il y a des choses qui ont été rajoutées pour la partie HTTPS, notamment le support d'un CSI Secret Store Driver pour aller stocker des choses dans Azure Key Vault. Et puis vous avez également une intégration derrière avec Open Service Mesh, qui est une solution de service mesh tout packagé avec un add-on dont on reparlera tout à l'heure. Donc ce Web Application Add-on Routing, c'est ce qui va devenir maintenant la référence pour installer rapidement, entre guillemets, une solution de ingress avec un reverse proxy derrière. Et donc ce sera intégré. Donc de base, la configuration et la gestion des ingress controllers et du reverse proxy Nginx, il est fait de manière automatique. La gestion avec Azure DNS, elle est faite de manière automatique. Et la terminaison SSL est faite avec des certificats qui sont stockés du coup dans l'Azure Key Vault. Alors au passage, vous voyez que j'avais marqué Open Service Mesh. Le service Open Service Mesh va être retiré entre guillemets en tant que tel, en tant que add-on. Et donc, ce sera le routing qui sera la méthode par défaut pour accéder à tout ça. Donc là, ici, on va presque le mettre en commentaire. Je vais l'enlever. Allez. Maintenant, donc là, on a vu ces deux méthodes. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas super évolué. Mais ça fait le travail. On peut venir également avec n'importe quel ingress controller. Donc ça, pour le coup, si vous allez rechercher des ingress controllers pour Kubernetes, et donc vous avez toute une liste qui existe sur le site de Google, sur le site de Kubernetes, pardon. Voilà, je ne sais pas si on va arriver directement dessus. Non, je crois que c'est là. Ingress controller. Voilà. Donc la liste des ingress controllers est relativement grosse. Donc il y a tous les ingress controllers qui vont être liés à des services derrière de reverse proxy as a service fournis par les fournisseurs de cloud. Donc je vais vous parler juste après d'application gateway. Mais on a des ingress controllers qui sont indépendants des fournisseurs de cloud, donc Nginx en est un. Mais après, vous retrouverez ici des choses comme, vous voyez, Contour, par exemple, assez connu également, Cilium, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc ils ont leur propre ingress controller. Des classiques du monde du reverse proxy, F5 avec notamment les Big IP, donc ça, FortiADC, ça va être Fortinet. HAProxy également, qui est beaucoup utilisé, notamment dans
dans OpenShift. Kong, qui est assez connu également. Trafic, je crois dans l'origine c'est des Français, si je dis pas de bêtises, donc Reverse Proxy, enfin Ingress Controller ultra connu. Voilà, donc on a une liste qui est plutôt pas mal, et globalement on peut, enfin, sauf si c'est lié à un service dans un fournisseur de cloud, pour tous les autres en fait on peut tout à fait venir les utiliser dans de l'AKS, il n'y a aucun souci. C'est juste que si vous amenez ce type de Ingress Controller, c'est vous qui le gérez et non pas la plateforme. À la différence du add-on ici, qui est effectivement géré par la plateforme. Toujours géré par la plateforme, on a également depuis quelques années le AGIC, Application Gateway Ingress Controller. Globalement, ça permet de faire le lien entre les règles de Ingress et une solution de reverse proxy dans Azure qui s'appelle Azure Application Gateway. Donc en gros, le AGIC, Application Gateway Ingress Controller, permet de faire la traduction entre des manifestes YAML et des règles de ingress écrites en YAML pour Kubernetes et de transformer ça en règles de routage réseau à Azure Application Gateway. Voilà. Alors pour l'utiliser, le AGIC, il vous faut obligatoirement derrière utiliser une Application Gateway de type standard V2 ou WAF V2. Et donc ça veut dire que ici, l'application gateway, la reverse proxy, il est situé donc à l'extérieur du cluster, et dans le cluster, on a juste un composant qui fait la fameuse traduction, qui est le composant AGIC. Alors la bonne nouvelle, c'est que désormais, depuis l'été 2023, on a désormais la nouvelle évolution de AGIC, qui s'appelle, et donc ce sera maintenant la solution à retenir principalement pour de la production, si on veut prendre du service managé dans Azure, c'est Azure Application Gateway for Containers. Et donc, globalement, c'est simplement une évolution de SKU et une adaptation, effectivement, d'Application Gateway en termes de licensing et de fonctionnalités spécifiques, effectivement, pour AKS. Donc, je crois qu'on doit vous le dire, voilà. Donc, Application Gateway for Containers, nouvelle évolution d'Application Gateway plus le AGIC. Et donc, effectivement, là, on sera sur un load balancing niveau 7. On a donc, ça repousse un peu les frontières, les limites d'AGIC. Donc maintenant, il peut y avoir en arrière-plan quand même 1400 backend pools, ce qui est pas backend pods, pardon, ce qui commence à être assez important, et jusqu'à 100 listeners différents sur une application, ce qui est déjà beaucoup. Le déploiement classique de tout ça, ARM, PowerShell, la CI, etc. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il va y avoir le support de Gateway API, qui est la nouvelle évolution effectivement dans Kubernetes de services réseau pour exposer justement notamment des API au travers de REST. Derrière, là encore, le support la distribution des flux réseau, soit avec des splits, soit avec des pondérations derrière, donc en gros tout ce qui est scénario de déploiement, vert bleu, etc. Donc retenez, même si c'est actuellement encore en public preview, mais à ma connaissance, on est en JA maintenant, et on est en novembre 2023, si ce n'est pas le cas, ça devrait arriver probablement peut-être pour Ignite. Azure Application Gateway for Containers, ça devient la solution de facto si vous voulez utiliser un ingress managé dans Azure. Si vos clusters Kubernetes et donc les nœuds associés derrière doivent passer par un proxy sortant en termes de réseau, eh bien c'est supporté, mais il faut bien penser à prévoir l'option de dire par quel proxy on va passer. Et donc là encore, il faudra bien penser également à mettre les bons noms de domaine autorisés pour sortir et pour que tout fonctionne bien. Voilà. Donc si c'est le cas, si vous avez un cluster AKS avec un proxy, eh bien il va falloir donner les informations du proxy et puis éventuellement la CA qui est associée derrière, obligatoire. Niveau résolution de nom, eh bien, la résolution de nom en intra-cluster va se faire avec Core DNS, donc ça c'est pas vraiment étonnant. Et Core DNS, donc on va avoir un certain nombre de pods Core DNS qui vont être déployés pour la résilience, et donc avec des paramétrages qui sont faits par défaut, qui vont aller à la plupart des gens. Dès qu'on va vouloir avoir un peu plus de contrôle dessus, il est possible en fait de venir customiser Core DNS. Et il y a pas mal d'éléments qui vont permettre effectivement dans la customisation d'aller changer des choses. Donc, par exemple, utiliser certains forwarders, passer par défaut, faire de la réécriture, utiliser des custom domains, etc. Donc tout ça en fait est plutôt bien documenté.
Donc si vous voulez rediriger sur votre propre DNS interne, et ben, c'est à vous d'aller customiser. Donc ça se customise en fait simplement en créant un fichier YAML, encore c'est du Kubernetes derrière, et puis ensuite vous mettez votre config à l'intérieur et vous réappliquez ce config, et ensuite vous redémarrez derrière les déploiements de corps DNS pour qu'ils tiennent compte des changements de configuration. Voilà. Tout est plutôt bien documenté pour le coup dans la documentation ici. Là encore, on a vu qu'on avait, quand on déploie un cluster Kubernetes, un load balancer qui existe derrière. Donc on peut avoir un load balancer de deux types, hein, soit basique, soit standard. Globalement, on commence à plus voir le basique parce que il est limité à plein de choses. Le standard, normalement, est ce qu'on utilise de facto. Le basique était gratuit, le standard est payant, mais c'est comme ça. Et puis derrière, en termes de back-end, on va avoir donc derrière le load balancer, on met des backends, on a une IP qui est publique et puis après ça redirige derrière. Donc ça va utiliser bien entendu les nodes IP. Et donc c'est ce qui va être utilisé aujourd'hui. La limitation derrière, c'est de 2500 nodes, ce qui devrait aller. Voilà. Et puis on a également une ancienne configuration qui existe, mais qui était pour les anciens VMSS. L'adresse IP qu'on va utiliser sera statique, donc elle va normalement pas bouger, hein. Donc on peut éventuellement lui affecter une résolution DNS si on a envie. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parler également du back-end côté Kubernetes qui s'appelle kuproxy. Donc kuproxy, en gros, c'est le composant logiciel qui, sur chacun des nodes d'un cluster, va assurer toute la partie networking et routage et load balancing. Donc ça, c'est kuproxy. Derrière kuproxy, en fait, il y a deux technos qui peuvent être utilisés pour faire opérer le réseau, soit iptable, soit IPVS. Donc iptable, c'est le truc le plus classique, c'est ultra connu dans Linux. Et IPVS, que je retrouve ça, c'est voilà. C'est directement en fait un load balancer niveau 3.4 qui est sous la forme d'un Linux Virtual Server. C'est dans le kernel de Linux et ça a quelques avantages, notamment ça sait tenir compte de l'état, ça sait faire un load balancing un peu plus intelligent. Voilà, c'est une autre nouvelle option un peu plus récente et un peu mieux que l'IPtable. Par contre, typiquement dans le cas d'Azure, si vous choisissez IPVS, vous allez gagner effectivement sur certaines options de load balancing. Par contre, vous n'allez pas pouvoir utiliser les network policy Azure. Donc là encore, c'est un choix à faire. Par défaut, effectivement, c'est iptable qui fonctionne. Si après vous avez besoin de plus, ça peut valoir le coup de tester avec IPVS. C'est du bonus, mais voilà. Et c'est encore en preview aujourd'hui. Donc je parlais des network policy. Les moteurs de network policy vont permettre en fait de définir en gros qui a le droit de parler avec qui. Et là en fait c'est un peu comme des IP tables, sauf qu'on ne va pas travailler avec des adresses IP, parce que par définition dans Kubernetes, les pods chaque fois qu'ils sont redéployés, vont avoir de nouvelles adresses IP. Et puis généralement on ne parle pas de pod à pod, mais de service à service. Donc en gros, dans Kubernetes, on fonctionne avec des labels. Et donc, dans les network policy, en fait, on va créer des règles d'autorisation, d'interdiction de communication réseau basées par rapport à des labels, non pas par rapport à des adresses IP. Donc là, il va y avoir deux moteurs de network policy qui sont disponibles dans Azure. Le premier, c'est le Azure Network Policy. Donc là, on est vraiment sur la sécurisation finalement du trafic entre les pods, hein, et de dire tel pod a le droit de parler avec celui-ci ou pas avec celui-ci, et c'est là que vos network policy vont faire le travail. Alors les deux options qui sont disponibles, effectivement, je l'ai dit, il y a l'option qui est celle fournie par Azure et supportée complètement par les équipes d'Azure, donc le Azure Network Policy Manager. Et la deuxième, c'est d'utiliser en fait une autre solution, un autre plugin de Network Policy qui est fait par Calico. Calico qui est porté par une société qui s'appelle Tigera. Et donc, après, il y a un choix de dire lequel on prend. Est-ce qu'on veut être très bien supporté par Azure, ou à l'inverse, on veut prendre du Calico, peut-être parce qu'on a utilisé du Calico ailleurs et qu'on a déjà l'habitude et on veut reporter les mêmes policies aux mêmes endroits.
Sachant que si, vous prenez du Calico, ça c'est important à retenir, c'est que la partie support sera assurée soit de manière communautaire, soit par les équipes de Calico. Donc vous avez un très bon tableau qui vous résume un petit peu les avantages et inconvénients derrière. Vous remarquerez ici que par exemple un facteur dénominant, entre, Network Policy, le Azure Network Policy et Calico, voilà, c'est le support 2019. Là encore, on est vraiment dans un cas un peu particulier, donc c'est pas forcément ça qui va vous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Sur les options réseau par contre, si on est sur du CubeNet, ben, si on veut faire des network policy, on n'a pas le choix, il faut prendre du Calico parce que le Azure Network Policy ne s'applique que sur de l'Azure CNI. Et puis après, ben, Calico a pas mal d'autres fonctionnalités additionnelles assez intéressantes, donc il est un peu plus riche derrière. Par contre, effectivement, en termes de support, sur le plugin Azure, bah, c'est supporté par Azure et l'équipe d'engineering qui est derrière, alors que sur Calico, on est sur un support communautaire, et si on veut avoir un petit peu plus, bah, dans ce cas-là, on passe sur un support payant auprès de Tijera, et donc là, effectivement, bah, ça peut avoir un coût supplémentaire qu'on accepte ou pas. Dernière chose, service mesh. Donc on a deux solutions de service mesh sous la forme de add-on qui sont disponibles dans AKS. Donc celui historique s'appelle Open Service Mesh, qui est un add-on relativement allégé supportant donc SMI, donc Service Mesh Interface, qui permet de modéliser la configuration de Service Mesh dans des manifestes YAML. Et qui donc voilà, supporte des interfaces d'abstraction, on va dire. Ce projet-là, il a été initié par Microsoft, entre autres, pour peut-être pousser sûrement, être un exemple et pousser le standard SMI. Et SMI, c'est une interface standardisée pour les services mesh sur Kubernetes. Donc c'est un petit peu comme les ingress. Finalement, vous créez des règles de ingress et vous avez une abstraction par rapport à la solution technique qui va implémenter le reverse proxy. Le SMI, c'est pareil, vous créez une règle de SMI qui va dire, bah là, je veux un load balancing de type 20% d'un côté, 20% de l'autre, 30% vers un troisième back-end, par exemple. Ça, c'est une règle générique, et ensuite, la manière dont ce sera implémenté par la solution technique ou par le service mesh sous-jacent, bah, ce sera cette interface-là qui fera l'abstraction et qui permettra du coup d'avoir des règles génériques et éventuellement de dire, bah, cette règle générique, elle va marcher avec de l'Istio, avec du Linkerd ou autre chose. Donc ça, c'était les specs, c'est pour ça que ça a été créé. Depuis, ça a été intégré et c'est donc maintenant géré par la CNCF, hein, voilà. Et donc ce truc-là, oui, même été archivé. Mais globalement, voilà, ça a été plus ou moins archivé parce que ça a été intégré effectivement dans Gateway API. Donc Open Service Mesh, à part ça, bah, globalement, il n'y a pas une énorme communauté derrière qui a travaillé, c'est pas énormément utilisé, mais ça a été pendant quelques années un add-on, et cet add-on va être de moins en moins utilisé. Donc en gros, si vous faites du Service Mesh aujourd'hui, il y a quand même deux acteurs principaux en termes de solutions. La première, c'est Linkerd, projet à la Cloud Native Foundation. Le second, c'est Istio, dont on est à l'origine, Istio était développé par Google et IBM. Et Lyft également pour la partie reverse proxy qui est Envoy. Et donc, bah, globalement, Istio est également à la CNCF maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il est open sourcé. Et globalement, bon, les deux sont pas mal utilisés. Là, il y a eu un choix assez récent côté Microsoft de faire un add-on pour Istio. Donc en gros, par un add-on, ça vous installe automatiquement, ça vous maintient les bonnes versions de Istio sur votre cluster AKS. Et globalement, ça simplifie vraiment l'installation et le maintien à la bonne version. Voilà, parce que c'est géré par le plugin. Donc, service mesh, on va dire. Je marquais to be retired parce que globalement, son avenir est plutôt derrière lui. Hein, alors que Istio, effectivement, de plus en plus de gens commencent à l'utiliser, même si aujourd'hui l'utilisation des services mesh est encore assez légère, notamment parce que c'est quand même assez compliqué derrière. Donc voilà, donc là actuellement c'est en public preview la partie add-on for Istio, mais ça va permettre d'avoir effectivement tous les bénéfices qu'on peut avoir dans un service mesh, à savoir notamment tout ce qui est gestion, équilibrage de charge du trafic, fonction de sécurité avec utilisation forcée de communication en TLS ou utilisation de gRPC.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, tout ce qui est observabilité. Effectivement, avec un service mesh, on va pouvoir avoir une traçabilité sur, l'ensemble des connexions, entre les différents composants d'une application, avec les latences réseau associées, derrière, voilà. Donc ça va vraiment apporter des choses, là-dessus. Là encore, ça rapporte également un niveau de complexité, mais au moins le add-on, il simplifie la partie, installation d'origine et maintien des différentes, versions, à la bonne version. Voilà. Eh bien, le réseau était assez large, on a vu pas mal de choses. C'est l'heure de terminer cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Là encore, vous pouvez suivre les autres vidéos, de la série en allant chercher la playlist qui est en description de cette vidéo. Et puis après, n'hésitez pas à lire la documentation. Je rappelle que la mind map que je vous ai montrée est accessible. Elle est en ligne avec tous les liens qui sont, disponibles et vous permettent directement de sauter dans la documentation au bon endroit. Merci beaucoup et à bientôt.